Je suis une sorte d'étoile filante qui traverse le monde. Je crois que tous les hommes ont un oiseau dans le cœur. Mais c'est pas une raison pour fendre le cœur par la guerre et chercher un oiseau. De toute façon, s'il sortait du cœur, il serait déjà mort. Disons-le franchement, que ce symbole, on se le mette bien dans la tête. Je suis un vieil adolescent en fait. Quand j'étais adolescent, je me faisais appeler le petit duc flirt. C'est gentil. J'aime beaucoup les histoires humaines. Je suis un rêveur, je rêve les gens au maximum. L'identité, évidemment, ça existe. Mais d'autre part, est-ce que je m'en occupe vraiment Jamais ils oseront recréer ce cadre pour montrer comment je vivais. Non, c'est pas possible. Non. Ça sera comme tous les grands ateliers, il y a une salle de vide et un malheureux objet qui reste dessus. J'aime bien avoir plein de trucs autour de moi. Et moi, à une trentaine d'années, dessiné par mon père. C'est ma bibliothèque et ces malles de voyage sont toutes classées, elles sont quasiment toutes remplies par des manuscrits. J'ai écrit vraiment des milliers de pages. Je les reconnais à l'ambiance, oui. Bah, j'ai si peu de place qu'il y a ce Capharnaüm. Ah, je veux pas qu'on fasse de Paris sur moi. Oui, je suis né à Paris. Oui. Bon, dans un petit appartement, rue Le Bouteux. Et puis la détente des maisons de famille, le week-end, les vacances. Puis bon, parfois des contemplations un peu trop sans fin. Je suis un peu né dans un champ de ruines, quoi. Bah, après la guerre en 47, et puis même ma disposition d'esprit était assez inquiète. Pour beaucoup de choses. Moi je crois que c'était des discours immémoriaux, mais extrêmement gênés de pouvoir encore s'exprimer sur un tel terrain de ruines. J'avais une sorte d'innocence de la connaissance qui se confrontait à des fantasmes enfantins complètement idiots chez les autres, mes camarades de classe. Alors ils inventaient n'importe quoi et je me posais des questions d'analyste envers leur exaspération, leurs idées, qui tombaient comme par hasard avec une fatalité terrible, quoi. Et c'est de là que viennent mes premières disputes. Bah oui, ils disaient n'importe quoi, et je m'en suis aperçu. C'était des fantasmes enfantins, alors que moi j'avais pas du tout. J'étais beaucoup plus décoratif, peut-être que c'était un effet d'apprendre des mots nouveaux qui avait occasionné ça chez eux, mais ils étaient vraiment fantasmatiques ces enfants, terriblement. À pondre des légendes tous les jours dans la cour de récréation, tellement ils étaient tourmentés.
Puis surtout, ces enfants étaient ancrés dans leur fantasme de façon quasiment irréprochable. C'était très dur de savoir. Il y avait toujours ce doute au sujet d'un imaginaire auquel ils auraient donné une force de loi. Il y avait soi-disant toujours des monstres cachés derrière les portes, et c'était à moi d'ouvrir la porte. Puis bon, j'avais mes cousins, une bande de cousins, alors j'écrivais pour eux. On tirait des plans de la maison qui était très grande, c'était un château. Enfin, on avait des cahiers ultra secrets. Quasiment chaque porte était mentionnée, quoi. Quand on est jeune, on est toujours influencé par quelqu'un. Une demi-lune, un demi-soleil, se promener dans les jardins, continuer à s'opposer à certaines choses qu'on ne voit pas mais qui vous poursuivent, Inch'Allah, et même que le prix du hashish a augmenté. Voilà, je fais un plagiat des Rapon là, un petit plagiat, je suis indigne d'être comparé à lui, mais il a beaucoup d'influence sur moi. J'ai moi-même écrit des cantos d'ailleurs, qui s'appellent 4 cantos à Paris. Bon, c'était une œuvre de jeunesse que j'ai écrite entre 18 ans et 20 ans. Et il y a 400 pages. Car j'ai commencé à lire Ezra Pound à 16 ans. Le libraire ne voulait pas le croire. Il me dit, mais à qui vous allez offrir ça, ce truc? Je lui dis, je ne veux pas l'offrir, c'est pour moi, je le lis. Alors il m'a dit, et vous y comprenez quelque chose? Moi je connaissais déjà avant. Je dis, bah oui, ça me plaît. Bon, puis ça a été des rencontres. C'est une période de grandes rencontres. On s'est tous beaucoup rencontrés les uns les autres. L'aventure du point d'être commençait aussi à ce moment-là? Oui, Hubert Haddad avait créé ce mouvement avec Georges-Olivier Château-Renaud, Dominique Noury, Hubert Haddad, Jean-Paul Bourg, moi, et puis des peintres comme Sarfati, Peyotl. Alors qu'est-ce qui se passait? C'était des rencontres où vous proposiez des textes, où vous discutiez, ou... Quels étaient les critères? On s'engueulait parfois. Les critères, c'était le renouveau, c'était l'aventure finalement qui quelque part continuait dans un domaine plus communicatif. Là, il y a eu un poème publié par les surréalistes, et tout de suite après, le recueil Face à peu de temps. Ah non, pas tout de suite après. Pas tout de suite après. Non, il y avait la revue Le Point d'être, Oui. avec des poèmes. Il y a eu 3 numéros, dont le dernier est un double. Et là, j'ai publié des poèmes qui revenaient vers le sens des mots, plus que des citations ou des passages, des bribes de temps, comme chez Ezra Pound. J'ai recommencé à écrire d'une façon presque baroque. Alors c'était Quidea, c'était S'abandonne de bon gré avec l'auto, c'était Cicatrice. Qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? À ce moment-là, en même temps, je suis amoureux de Françoise Yvonne Carouch et de Pierre Benedetti en même temps, sans pouvoir me décider. Et vous n'avez jamais pu vous décider? Jamais, non. Toujours pas maintenant. L'amour est un silence admirable. L'amour trouve toujours des cris. L'amour accepte les mots comme le ciel accepte les oiseaux. Françoise Yvonne Carouch, elle dit, quand elle m'a présenté à ses amis, elle disait toujours, vous savez, Elie est un grand voyageur. J'avais une vingtaine d'années, je dis, mais Francesca, pourquoi tu dis que je suis un voyageur comme ça? Je bouge pas de Paris. Elle me dit, oui mon chéri, mais tu es un voyageur en chambre.
Non, là où je plane beaucoup, c'est dans la mémoire des gens et puis dans un monde qui se situe au-delà de l'imaginaire. Et là, toutes mes méditations me ramènent à croire qu'on se réincarne. Mon père le pensait aussi et moi je crois aussi. Il y a ce monde métaphysique d'existence insoupçonnable et qui est suspendu dans un silence incroyable, qui existe à travers le monde. Et c'est ça que j'ai mis en valeur, je crois. Cette émotion aussi de retrouver un temps qu'on a déjà connu, un monument ou un tableau, c'est important pour la vie en général, l'équilibre des gens. Parce que l'idée de l'éternité est assez défrayante. Tandis que la réincarnation, finalement, on n'oublie pas que le monde est là. Hein? Bah oui. J'ai aimé renaître pour délier la langue du chat trop silencieux sur les pieds de Dieu. Mon espoir chante avec le vent des silences. Ma fierté est d'allier avec le sable des cygnes. Je suis comme un ambassadeur que l'on aide pour oublier un peu que je suis mourant immortellement. Ma vie est de comprendre le tout, ma mort est de survivre partout, car le rien est vivant comme nous. Je me dis que la pensée ne peut pas s'arrêter. Et c'est pas un mal, parce que c'est la conscience même du corps, quelque part. Et j'ai écrit que l'âme sans le corps est un décor sans défense. Et je l'ai écrit il y a longtemps, et je le crois encore. D'ailleurs, j'ai un slogan que j'espère que tout le monde appréciera. C'est 4 vers, c'est simplement « Vie puissante, combat contre la mort, relais infiniment, car rien n'efface l'amour ». J'ai tellement écrit qu'il y a plein de poèmes que je ne reconnais qu'à l'ambiance. Je ne me souviens pas de chaque poème que j'ai écrit. Mais il est évident que le temps, quelque part, existe aussi dans le raisonnement après la mort. Mais il n'y a pas de raison que la pensée s'arrête. C'est une histoire de loup-garou pour égarer des enfants. Et je déteste qu'on égare des enfants. La mort n'est pas derrière le paravent, mais elle est le paravent lui-même. On l'attend par surprise, mais elle ne surprend pas. La mort est étonnante comme un refrain populaire, aussi simple que cela. La mort est une bague dont on avait oublié qu'il y avait une horloge derrière le chaton, car le temps vraiment ne sait faire ses griffes que sur l'éternité. Et ce qui est difficile en poésie, c'est de pouvoir évoquer un parfum et en même temps une forme géométrique dans le langage. Alors on peut croire qu'on fait plus simple, mais en fait, on veut faire plus simple. Mais on n'arrive pas. On peut plus ou moins, bien sûr, mais c'est une aventure parallèle. Là, il y a une campagne militaire de toute complication. Dans la campagne, les vaches ont des sourires prophétiques et calmes. Quel sera le temps de pluie dorée et de plomb argenté? Quel sera l'intemporel? Pense-t-on mieux dans un cercueil ou dans une boîte de conserve? La croix de guerre ferait-elle bien au cou du Christ? Je m'en souviens encore. Comme quoi, quand c'est impressionnant, on s'en souvient. Mais c'est pas une raison pour battre les gens, pour qu'ils se souviennent de quelque chose, parce qu'ils vont se souvenir que de la guerre. Et la guerre engendre la guerre. Mais il m'est arrivé d'être jaloux de poèmes que j'ai déjà écrits. De moi. En vous disant quoi exactement? Ben, je me dis, ah oui, ben ça c'est bien pensé, alors que telle autre chose, c'est non. Et comment j'ai fait, et bon. Mais c'est hors du temps tout ça. Ça se passe hors du temps. Ben, ce chien avait lu aussi l'œuvre de Jean-Paul Sartre et nous n'étions pas d'accord.